voici donc pour le troisième numéro de Autres Paroles. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter trois livres, principalement. Alors, il s'agit de Guerre en Ukraine, par le groupe Makhno, qui est sous-titré Géopolitique des empires. Ensuite, ce sera Introduction à la philosophie écologique et politique de l'anarchisme de John Clarke. Voilà, je vous montre Et puis enfin, de Simone Weil, la philosophe, réflexion donc sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. Voilà, et je parlerai très rapidement de deux autres livres qui sont un peu l'écho de ces livres que je vous présente. Nous ferons une petite pause entre chaque présentation de livres. Donc le premier, Guerre en Ukraine, donc géopolitique des empires, c'est aux éditions du Monde Libertaire et au prix de 5 euros. Alors le groupe Makhno est à l'origine de ce livre. Alors un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Nestor Makhno, il fut un anarchiste ukrainien donc, qui combattit les troupes tsaristes pour libérer l'Ukraine aux côtés des troupes bolcheviques. Malheureusement, Trotsky l'élimina justement parce que la vision des deux hommes n'était pas la même, hein, l'un étant anarchiste et l'autre bolchevique. Donc, pour, disons, aller plus loin dans la vie de Nestor Makhno, plusieurs ouvrages existent sur lui, dont ses écrits et d'autres écrits qui ont été faits par des auteurs sur cette personne. Alors, disons que cette entrée en matière montre combien l'Ukraine, dont l'origine du nom est assez floue, qui veut dire aussi bien marche que pays, est un territoire soumis à de fortes pressions, hein, puisqu'on sait que son indépendance fut seulement actée en 1991, après la chute de l'Union soviétique. Et jusqu'à cette période, il était soumis aux aléas, mais principalement donc sous l'emprise tsariste. Alors ce pays est formé de groupes multiples, très disparates, puisqu'on y trouve des russophones évidemment, mais qui sont principalement à l'est, mais aussi des populations juives, moldaves, gagaouzes, lipoèves, roms, polonaises, y cohabitent sans problème. Alors, malgré cette diversité en fait ethnique, il existe un fort nationalisme ukrainien qui ne s'est jamais démenti tout au long de l'histoire. Et cela peut surprendre en fait aujourd'hui, et a surpris d'ailleurs les observateurs dans cette guerre, mais en fait l'Ukraine a toujours, les Ukrainiens disons, ont toujours été assez nationalistes dans leur âme. Alors, à côté de ça, il existe par contre, il y a des tensions entre les partis. Alors, certains sont plus ou moins russes, d'autres plus ou moins européens. Et évidemment, à l'instar de ce qui s'y passait lors de la chute de l'Union soviétique, la prise de contrôle des industries en 1991 se fit par des oligarques, d'où une corruption endémique hein, qui existe toujours aujourd'hui et dont même l'Union européenne s'inquiète à propos des livraisons d'armes. Alors, cette corruption fut à l'origine du soulèvement de Maïdan, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui eut lieu en 2014. Et donc ce soulèvement entraîna la chute du président et l'élection de Porochenko, auquel succéda en 2019 donc Zelensky, qui est actuellement le président de l'Ukraine. Alors, il faut dire que ce dernier se doit d'être encore à la tête du pays parce qu'il y a la guerre, parce que lui-même est corrompu, donc les Pandora Papers ont disons, signalé pas mal de choses incohérentes dans ses affaires. Et le président donc Zelensky invalida même la direction du NABU, qui était un bureau chargé de la lutte anticorruption. Alors, je ne vous parlerai pas de la guerre, mais quelque peu. Alors, on sait que cette guerre a de multiples origines, recouvre différents aspects. Alors, il y a évidemment la mégalomanie de Poutine, hein, son désir de reconstituer l'empire tsariste, la mainmise de l'OTAN sur plusieurs pays limitrophes,
Ensuite, le rôle hégémonique des États-Unis, qui sont non contents d'avoir semé le désordre et la guerre un peu partout dans le monde, où ses intérêts, disons, le poussent, veut aussi affaiblir la Russie. Et enfin, la faiblesse de l'Europe et ses contradictions, disons, internes. Alors, tous les ingrédients sont présents pour qu'elle dure. D'autant plus que, vous l'aurez remarqué, les démocraties occidentales sont à bout de souffle et espèrent par l'augmentation, disons, de leur budget militaire et faire évacuer leurs désastres économiques, sociaux et environnementaux. Et les solutions pacifistes ne sont guère recherchées, puisque vous voyez bien qu'actuellement, on essaie davantage de fournir des armes à l'Ukraine que de chercher à apaiser les belligérants. Alors, je n'entre pas dans les détails de ce petit livre, qui vous aidera à comprendre l'Ukraine et les enjeux dont elle est l'objet. Alors, effectivement, peu de voix s'élèvent contre cette guerre, et comme je l'ai dit auparavant, peu de solutions pacifistes sont mises sur la table, ce qui est bien regrettable. Enfin, à propos de ce livre, je dirais que son plan est assez complexe, hein, et aurait mérité, disons, une simplification et un autre ordonnancement. Alors toutefois, il constitue, sans parti pris aucun d'ailleurs, ce qui est assez rare, une analyse pertinente de la situation et qui est bien éloignée parfois des poncifs télévisés que l'on peut entendre ou des experts en tout genre. Donc je vous invite, il n'est pas cher, il coûte 5 euros, et de l'acheter pour, disons, voir un petit peu un autre regard sur cette guerre en Ukraine. Voilà. Alors, après cette petite pause musicale et paysagiste, nous voici donc pour le deuxième livre, qui est donc l'introduction à la philosophie écologique et politique de l'anarchisme par John Clarke, qui est donc publié aux éditions de l'Atelier de création libertaire et pour 6 euros. Alors, ce livre n'est pas de 2022, pardon, mais de 2015, mais ce qui n'empêche aucunement, disons, son actualité. Alors, parler d'anarchisme est souvent considéré comme un non-sens, une aberration de l'esprit, une utopie, d'ailleurs, qui est souvent proclamée, et que de vouloir croire, disons, à une future société anarchiste. Alors, John Clarke, qui est américain, effectue donc une brillante démonstration, disons, je dirais, de l'anarchisme, en démontant à la fois les poncifs, les idées fausses, les relents nauséabonds d'intellectuels qui dévoient totalement l'anarchisme. Alors, pour lui, parler d'anarchisme veut dire quoi, en fait? Alors, il s'agit en fait d'avoir une vision d'une société idéale non coercitive et non autoritaire. Il faut avoir aussi une critique de la société existante et de ses institutions. Ensuite, une appréciation de la nature humaine qui justifie l'espoir d'un progrès vers cet idéal. Et enfin, une stratégie de changement entraînant l'institution immédiate d'alternatives non coercitives, non autoritaires et décentralisées. Alors, vous voyez que, en fait, c'est surtout la non-coercition qui est importante pour l'anarchisme. Alors, cette définition, John Clarke ne l'a pas prise comme ça, sans réfléchir. Elle repose sur une base livresque, donc avec Proudhon, Bakounine, Kropotkin, oui, Woodcock, Bookchin, Stirner, et bien sûr Emma Goldman, Voltairine Leclerc, Louise Michel, etc. Enfin, et j'en passe. Alors, chacune ou chacun donc à sa manière à apporter son point de vue sur ce que pourrait être donc une future société anarchiste. Alors, il va de soi que la première des choses à remarquer, c'est l'abolition de l'État. Et pourquoi l'abolition de l'État? Non pas, quand on ne parle pas de gouvernement, mais de l'État en lui-même. Pourquoi? Parce que celui-ci entraîne une centralisation de tous les aspects de la vie
et une coercition de la population obligée de se plier donc à la règle, non pas approuvée avec un consensus ou par l'ensemble de la population, mais par loi souvent univoque et sans contraire, et sans contrôle. Alors, peut-on dire que, vous me direz peut-être que malgré tout, la démocratie est peut-être la meilleure des institutions. En fait, beaucoup de philosophes se sont interrogés déjà sur ce sujet, et peu d'entre eux ont conclu à sa légitimité. Alors d'ailleurs, ne parlons-t-on pas de crise de la démocratie aujourd'hui, d'un désintérêt des populations? Et si certains partis parlent, par exemple, de démocratie directe, de la possibilité de révoquer ses élus, etc., hein, tout ceci, je dirais, n'est un peu que fanfaronnade, car si ces thèmes sont depuis longtemps décrits par les auteurs anarchistes, ils n'ont aucune illusion, en fait, sur leur application dans une société, disons, copie conforme à celle-ci. Hein, puisque en matière de capitalisme ou de société post-libérale, il faut bien voir que de toute façon, le pouvoir est exercé souvent par les oligarques, quel que soit le pays. Hein. Alors, aller vers l'anarchisme ne relève pas uniquement de l'utopie. D'ailleurs, dans leur livre, donc, que je voulais vous parler, mais en quelques mots, de David Graeber et de David Wengrow, au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité. Voilà, je vous le présente. Et donc, dans ce livre, en fait, les deux auteurs, qui est l'un anthropologue et l'autre ethnologue, apportent des preuves scientifiques, puisque maintenant, on réussit à déterminer les modes de vie, enfin, beaucoup plus qu'auparavant. Et que donc ils ont apporté la preuve que les hommes n'avaient pas toujours vécu sous le joug d'un roi, d'un prince ou d'un tyran. Mais il y a eu de longues périodes où en fait l'autorité était partagée entre les hommes et les femmes. Et donc des sociétés anarchistes existèrent et perdurèrent. Donc je vous invite à lire ce livre qui est un peu gros effectivement, mais qui vaut le détour. Alors donc je disais que aller vers l'anarchisme ne relève pas de l'utopie. D'ailleurs, de mémorables choses ont été faites et qu'on considère aujourd'hui par exemple comme naturelles, mais qui furent le fruit donc de la réflexion des auteurs anarchistes et aussi de la mise en œuvre de changements pratiques dans certains pays, par exemple, ou alors durant la Commune de 1870, puisqu'en quelques semaines, certaines avancées sociales furent mises en place et ensuite furent reprises justement par la Deuxième République. Alors donc, je vous invite à découvrir l'anarchisme et à chasser les idées fausses souvent qui sont véhiculées, comme par exemple la violence. En fait, les anarchistes, même s'il y a eu quelques éléments qui furent violents à une certaine époque, l'anarchisme a toujours, disons, combattu la violence et est pacifiste sur le fond. Par exemple, Tolstoï est un anarchiste pacifiste, d'autres le furent également. Alors, donc je vous invite donc à lire ce livre, mais aussi les penseurs cités, et puis d'autres par exemple comme Normand Baillargeon qui écrit L'ordre moins le pouvoir, L'organisation anarchiste, ce sont des textes fondateurs, L'anarchisme de George Woodcock qui reprend donc toute l'histoire de l'anarchisme, Le municipalisme de Murray Bookchin. Évidemment, sans oublier par exemple Pierre Bans, qui a écrit donc sur la fascinante démocratie du Rojava, où les Kurdes donc tentent de poser justement les fondements d'une nouvelle société avec comme idéal l'anarchisme. Donc voilà. Donc merci pour votre écoute pour ce livre et j'espère que vous aurez à cœur de découvrir davantage ce qu'est l'anarchisme. Nous voici donc dans la dernière partie de Autres paroles. Et donc là, je vous parle donc du livre de Simone Weil, que je vous représente. Donc, réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, suivi de transposer la pensée
de Simone Weil, donc par Robert Chenavier. Alors, il n'était pas publié aux éditions Libertalia et coûte 7,90 €. Alors, donc il s'agit ici de parler donc de Simone Weil, la philosophe, et non de son homonyme politique, que vous l'aurez bien deviné. Alors, ce essai-là donc, fut publié en 1955, et c'est donc la seconde édition en 2022. Alors, ce texte fut écrit dans les années 30 par Simone Weil, et il suivit donc une trajectoire pour le moins singulière, qui est donc décrite dans la préface. Alors, la philosophe l'écrivit en plusieurs fois, le fit lire à Alain, son ancien professeur de philosophie, mais ne voulut jamais le publier. Parce qu'elle voulait toujours l'enrichir et toujours aller au-delà de sa pensée, et donc faire quelque chose à la fois de cohérent et de simple. Alors, elle tenait évidemment beaucoup à cet essai, et elle considérait que c'était ce qu'elle avait écrit de plus important. Donc, je vous laisse vous reporter à cet ouvrage pour en connaître, disons, les détails. Alors, Simone Weil est décédée très jeune, donc à l'âge de 34 ans, en Angleterre, mais elle laisse une œuvre importante et pleine d'acuité et donc de modernité. D'ailleurs, peu de philosophes ont égalé sa maturité et sa lucidité dans l'analyse de la société et surtout dans son anticipation. J'y reviendrai à la fin. Alors, cet essai repose sur trois principes: la critique du marxisme, l'analyse de l'oppression et la théorie d'une société libre. Et enfin, disons, une esquisse de la vie sociale contemporaine, donc, mais à son époque, bien évidemment. Alors, il serait assez long et fastidieux par oral d'entrer dans une analyse de fond de cette œuvre et d'en reprendre tous les arguments et de les détailler. Mais il convient donc de retenir par contre quelques principes et quelques interrogations, par exemple. Alors, pour elle, en quoi consiste le progrès technique ? Est-il donc, de par lui-même, une nécessité contre laquelle on ne peut rien faire? Ou alors ne peut-on pas l'analyser, le contraindre en fonction de ce qu'il apporte à l'humanité? Et très lucidement, par exemple, Simone Weil ajoute qu'espérer que le développement de la science amènera quelque jour, d'une manière en quelque sorte automatique, la découverte d'une source d'énergie qui serait utilisable d'une manière presque immédiate pour tous les besoins humains, c'est rêver. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui avec la crise énergétique, qu'elle avait raison. Alors, à propos de Marx, et entre autres critiques, elle fait remarquer, par exemple, que jamais l'esclavage, d'une manière assez ironique, ne peut former les hommes libres. Et elle se demande, par exemple, comment Marx a pu croire en cela, car jamais dans l'histoire, je la cite, un régime d'esclavage n'est tombé sous les coups des esclaves. Effectivement. Et pour reprendre la formule de Rousseau, mais à sa manière, Simone Weil donc écrit: « Il semblerait que l'homme naisse esclave et que la servitude soit sa condition propre. » On se rappelle que Rousseau avait écrit « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Donc c'est en quelque sorte un renversement de la pensée du philosophe du XVIIIe siècle. Alors, ce rapide tour d'horizon de l'essai de Simone Weil ne doit pas faire oublier qu'elle le considérait comme très pessimiste. Et je reviens donc à cette anticipation. Robert Chenavier, justement, pose la question de la collapsologie qui pourrait être contenue dans ses livres. Donc j'avais parlé dans une autre parole poétique, justement de la collapsologie, et donc Simone Weil l'anticipait. Mais pour elle, elle était déjà en place, alors que ceux actuellement pensent qu'elle va venir. Voilà, tout est dans la différence. Et donc ce pessimiste de Simone Weil montre à quel point elle hésitait donc à publier cet essai. Alors toutefois, une perspective d'avenir existe, en effet. Et elle écrit: « Ce que nous savons d'avance, c'est que la vie sera d'autant moins inhumaine que la capacité individuelle de penser et d'agir sera plus grande. La civilisation actuelle contient en elle de quoi écraser l'homme.
mais elle contient aussi du moins en germe de quoi le libérer. Donc une manière d'ouvrir sur l'avenir. Alors, à ce titre, donc, pour faire un peu écho au livre de Simone Weil, donc écrit en 1934, ce livre, je vous fais part de ce livre de Stefano Boni, Homo Confort, et qui donc dénonce le progrès par lui-même. Et comme Simone Weil le disait, le prix à payer d'une vie sans effort ni contrainte en montre les conséquences sur l'homme, mais aussi sur la nature. Et donc, Stefano Boni, par contre, a écrit ce livre traduit de l'italien aux éditions L'Échappée. Alors, l'auteur est anthropologue et italien, et met en lumière justement les dégâts du progrès sur l'homme. Et on en revient donc à cette interrogation de Simone Weil, pourquoi le progrès? Et Jean-Claude Michéa, par exemple, y avait répondu dans un livre en disant que toute nouveauté devait être interrogée quant à son efficience vis-à-vis de l'homme et de l'humanité. Alors un principe de précaution qui me semble absent des débats actuels, malgré les problèmes environnementaux et humains actuels. Donc voilà, je vous invite à lire ce livre et je vais vous lire donc un court passage donc, de ce livre. On peut entendre par liberté autre chose que la possibilité d'obtenir sans effort ce qui plaît. Il existe une conception bien différente de la liberté, une conception héroïque qui est celle de la sagesse commune. La liberté véritable ne se définit pas par un rapport entre le désir et la satisfaction, mais par un rapport entre la pensée et l'action. Serait tout à fait libre l'homme dont toutes les actions procéderaient d'un jugement préalable concernant la fin qu'il se propose et l'enchaînement des moyens propres à amener cette fin. Peu importe que les actions en elles-mêmes soient aisées ou douloureuses, et peu importe même qu'elles soient couronnées de succès. La douleur et l'échec peuvent rendre l'homme malheureux, mais ne peuvent pas l'humilier aussi longtemps que c'est lui-même qui dispose de sa propre faculté d'agir. Voilà. Et donc je voulais vous lire également deux autres passages des livres précédents. Donc je vais vous lire maintenant une courte page donc, de John Clark. Alors, l'idéal de l'anarchisme, c'est un court passage. Anarchie est le terme habituellement appliqué à la société idéale pour laquelle l'anarchiste lutte et qu'il croit être plus moral. Il est vrai que beaucoup d'anarchistes sont plutôt vagues quant à la nature de cet idéal pour plusieurs raisons. L'une mentionnée par De George est que des individus libres autonomes élaboreront des solutions que dans le contexte de la société présente nous pouvons difficilement prévoir. De plus, l'anarchiste ne veut contraindre personne à une vision unique de l'idéal, puisque l'acceptation du pluralisme implique que plusieurs groupes créeront de nombreuses variantes de l'objectif général. Pourtant, il ne faut pas exagérer l'argument avançant que de telles prescriptions sont inévitablement autoritaires. Il n'y a certainement pas de contradiction entre l'idée anarchiste d'une société bien particulière et conforme à son propre critère moral, tant qu'il est clair que ce modèle est susceptible de critique et de modification, et d'autres modèles qui correspondent d'une manière aussi adéquate à ces critères. Donc vous aurez compris qu'en fait, dans une société anarchiste, rien n'est figé, mais tout peut évoluer. Et enfin, guerre en Ukraine, je vais vous lire un passage. Alors, quelques précautions, c'est le titre, quelques précautions préalables. Donc sur le livre Guerre en Ukraine, pardon. Le ton docte des experts en géopolitique ou des militaires en tout genre ne doit pas faire oublier ce qu'est la guerre. Une horrible mécanique à tuer des êtres humains pour faire du profit et construire du pouvoir. Bombardements, prise en otage des civils, exodes, massacres, tortures, viols ou épuration ethnique, tout ce qui se passe en Ukraine n'est pas nouveau. La guerre n'est jamais propre
et ne l'a jamais été. L'oublier reviendrait à avaliser la vision des dominants. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce numéro 3 de Autres Paroles. J'espère que cela vous aura intéressé. Et donc je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.